Salut et bienvenue sur la chaîne ou bon retour si tu es un abonné fidèle, ce que j'espère. Aujourd'hui, je vais te définir la deuxième lettre du protocole Marche, le A, Airways, la libération des voies aériennes. Alors, deux petits points avant de commencer. Premièrement, si tu n'as pas vu la vidéo Massive Bleeding Control, va la regarder et reviens sur celle-là après, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre et il est important de les voir dans l'ordre. Parce que ce protocole, il va t'apprendre à prioriser tes actions, mais aussi à t'assurer de rien oublier dans des moments où tes facultés cognitives et physiques elles seront mises à rude épreuve. Et elles vont être tout d'un coup réduites à cause de la peur, du stress, de la fatigue, de l'environnement, la nuit, le froid, tout ça. Deuxième point, vite fait, avant de commencer la vidéo, comme je t'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, entraîne-toi. Sauver des vies, ça s'apprend pas sur Internet ou sur YouTube. Ça peut s'apprendre les bases et t'apporter le côté théorique qui te serait effectivement utile. C'est ce que je m'efforce de faire, hein, et c'est le but de mes vidéos. Mais juste ça, c'est pas suffisant. Entraîne-toi même tout seul à poser tous les types de garrots, les types de pansements compressifs, israéliens, hémostatiques, etc. Parce que le jour où tu en auras besoin, avec le stress et le danger, tu vas perdre beaucoup de tes moyens et avoir drillé ces techniques, elles te sauveront ou elles pourront sauver une personne. Pour ça, je connais quelqu'un qui va t'apprendre les gestes à la perfection. C'est Nightfox Tactical, je te mets un lien là. C'est une association qui est située dans le Val d'Oise, si je me trompe pas, qui fait des formations tech, Tactical Emergency Casualty Care et Stop the Bleed, d'un niveau vraiment exceptionnel. Ce sont pas moins de 14 personnes, policiers, gendarmes, pompiers, qui vont t'apprendre tous les gestes de base pour sauver une vie et te mettre sous pression. Ils ont des simulations vraiment plus vraies que nature et d'un réalisme vraiment bluffant. Je suis passé chez eux sur 2 jours et j'en suis ressorti vraiment au taquet. Tu dois juste avoir le PS1 pour suivre la formation. Tu peux les retrouver sur Insta, sur Facebook, même sur TikTok, je crois. Je te donne plus de renseignements. Si ça t'intéresse, tu me demandes en commentaire et je te dirai. Mais vas-y, franchement, ça vaut le coup. Avant de débuter la libération des VAS, je te fais un topo rapide sur quelques points à bien prendre en compte avant de débuter la prise en charge des blessés en zone. Tiens, je vais pas te dire. Je te laisse trouver et me dire en commentaire dans quelle zone, rouge, orange ou verte, on effectue le protocole marche. Petit indice, la réponse à la question, elle se trouve dans une vidéo qui a été vue pour l'instant un peu plus de 2500 fois. Je te laisse chercher. Alors, ce topo. Premier point important à retenir, une zone orange, ça peut très vite redevenir une zone rouge, avec tout ce que ça entraîne au niveau des protocoles à appliquer, en termes de sécurité, aussi bien pour les blessés que pour toi. En termes de déplacement, de stress, de perte ou de récupération du matériel sorti de ton IFAC. Tiens, t'as vu la vidéo sur mon IFAC? Non? Va pas la voir en fait. Je vais en refaire une plus complète, avec un IFAC du coup plus restreint. Deuxième point important à retenir, respecte autant que tu peux le cadre légal de ton intervention. T'as pas les mêmes compétences qu'un chirurgien et du coup t'effectueras pas les mêmes actes médicaux. Troisième point, renseigne-toi sur les techniques fondamentales de triage. Tiens, ça c'est un point qu'on n'a pas encore vu, je t'en ai pas encore parlé de ça. Bah du coup ça fera l'objet d'une prochaine vidéo avec un autre protocole encore, le protocole START. Quatrième, dernier point, économise tes ressources, parce qu'elles seront forcément limitées suivant le matériel dont tu disposes, et conserve tous les emballages qui peuvent servir à improviser des pansements et qui serviront également à informer les services de santé sur ce qui a été pratiqué sur les blessés. Voilà pour ces 3-4 points importants à retenir. Place maintenant à l'épisode Airway, c'est parti. Alors, la libération des VAS, voies aériennes supérieures, elle est assurée par des gestes simples, comme l'évacuation des corps étrangers de la bouche, la subluxation de la mâchoire, le placement d'une canule oro- ou nasopharyngée. Je t'explique la différence après, hein, t'inquiète pas. Donc le placement d'une canule si le blessé il est inconscient et la mise en position d'attente adaptée.
En cas de traumatisme facial, pour faciliter la liberté des vas, le patient il est mis en position assise, voire penché en avant. Une brûlure de la face, des vas ou du cou doit faire l'objet d'une surveillance particulière au-delà de la première heure. Ok, du coup, avant d'effectuer la libération des vas, tu as bien sûr évalué l'état de conscience du blessé, et avant même cela, tu as appliqué le M de marche. C'est pour ça que je te dis que c'est important de respecter l'ordre des vidéos. En première, celle sur les protocoles, ensuite Massive Bleeding Control, et puis celle-là. Bon, l'état de conscience, il se définit par l'acronyme AVPU. Je reviens pas dessus pour pas perdre de temps. Si le blessé il est conscient, A ou V, eh ben, tu passes à la prochaine vidéo, le R de marche. Et voilà, fin de la vidéo. Allez, salut! Mais non, je déconne, allez, reviens. Ok, la suite du protocole. Si le blessé il est conscient et alerte et qu'il y a une obstruction, la première action que tu dois effectuer, c'est d'installer le blessé dans une position de confort, même si c'est une position assise, et d'envisager le placement d'une NPA. Je reviens dessus juste après. Si le blessé il est conscient mais aréactif ou inconscient, P ou U, tu dois inspecter et libérer les vas en appliquant la manœuvre Head Tilt Chin Lift ou la manœuvre dite Jaw Thrust. C'est quoi la différence? La manœuvre Head Tilt Chin Lift, littéralement, c'est basculement de la tête et élévation du menton, ou hyper extension de la tête en arrière avec soulèvement du menton. C'est un peu pompeux, hein, mais c'est les noms, c'est comme ça. C'est une technique très simple à effectuer qui permet d'ouvrir temporairement les voies respiratoires d'un blessé qui n'a pas de liaison potentielle de la colonne vertébrale. Pour garder les voies respiratoires ouvertes, le primo-intervenant, c'est-à-dire toi, hein, du coup, tu dois garder l'hyperextension et le soulèvement du menton en tout temps. Parce que si tu les relâches, les voies aériennes elles s'obstruent. L'autre manœuvre, Jaw Thrust en français, c'est protrusion de la mâchoire. Tu dois mieux connaître cette méthode sous le nom de manœuvre démarque. C'est une autre technique d'ouverture des voies respiratoires qui est principalement utilisée pour ouvrir les voies respiratoires des victimes avec lésion potentielle de la colonne vertébrale au niveau cervical. C'est la technique de choix pour ouvrir initialement de manière temporaire les voies respiratoires d'un traumatisé. Pour les garder ouvertes, idem que pour la manœuvre précédente, hein. Tu dois maintenir l'élévation du maxillaire inférieur, et si tu le relâches, les voies elles s'obstruent également. Donc, une fois telle ou telle manœuvre effectuée, tu dois libérer les voies aériennes. Commence par desserrer cravate, col de chemise, ceinture et tout ça. Ensuite, tu dois effectuer un nettoyage digital avec une compresse propre. Si tu n'en as pas, tu prends le t-shirt de la victime, hein, pour désobstruer les vas. Place ensuite le blessé en PLS et surveille le passage de l'air avec son souffle en envisageant le placement d'une NPA. Alors, c'est quoi la NPA? Il s'agit d'une canule nasopharyngée, que tu connais peut-être sous le nom de canule de Wendel, qui, comme son nom l'indique, va s'insérer chez le blessé par le nez, à la différence du coup de l'ORA, la canule oropharyngée, ou canule de Guedel, celle-là tu la connais peut-être plus, qui va s'insérer par la bouche. Alors, dans quel cas utiliser la NPA ou l'ORA? Tout simple, tu vas voir. La canule nasopharyngée, c'est un tube semi-rigide qui a pour fonction de faciliter le passage de l'air depuis le nez jusqu'à la base de la langue et d'empêcher l'affaissement de la langue contre le pharynx. La canule nasopharyngée, elle est indiquée chez les victimes où on doit ouvrir les voies respiratoires et que le réflexe de gag est présent. Le gag, c'est le cœur là, c'est un spasme de la gorge qui fait avaler ou respirer difficilement. Faut pas le confondre avec la difficulté respiratoire provoquée par un pneumothorax. Ça, on le verra dans la suite R du protocole. Il est bien important de comprendre que si le réflexe de gag il est absent, tu devras insérer du coup une canule oropharyngée. Lors de son installation, la canule nasopharyngée, elle passe par la narine, la fosse nasale, puis le nasopharynx. Ça provoque parfois un léger réflexe de gag, comme un hoquet, qui disparaît lorsque l'insertion elle est complète. Ensuite, elle vient se loger derrière la langue et elle facilite le passage de l'air. Concernant la pose de la canule, le diamètre de celle-ci doit être légèrement inférieur à celui de la narine. Afin de ne pas l'insérer dans l'œsophage, tu dois mesurer celle-ci depuis le lobe de l'oreille jusqu'à la narine du même côté. Valeur approximative pour une victime de taille moyenne, pour un homme taille 7 et pour une femme taille 6 du coup. Je te fais pas le cours théorique sur la pose d'une canule, on verra ça dans une autre vidéo pour les mises en pratique. Une fois les vas de la victime libérées, place-la en PLS et surveille le passage de l'air. Veille également à la protéger de l'hypothermie en retirant le moins de vêtements possible et en la recouvrant aussitôt. Bon voilà, l'étape d'après, tu l'auras compris, c'est d'attaquer la suite du protocole avec le R, respiration,
du protocole marche. Allez, ciao!